Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc à l'Assemblée générale d'Alibois pour clôturer donc l'exercice 2020. Je vous rappelle juste quelques règles de base par rapport au fonctionnement de cette rencontre. Merci de bien vouloir couper vos micros. J'ai vu que la plupart d'entre vous c'est bien identifié donc par son prénom, son nom. Pour la suite, je pense que ça peut être intéressant, voilà, qu'on sache bien qui vous êtes. On va fonctionner assez simplement, c'est que donc on a un déroulé que je vais vous présenter en ordre du jour, et puis on vous laisse la possibilité évidemment de réagir par le fil de discussion. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, réagir dans le fil de discussion pendant la première partie, et sur le dernier temps qui portera plus sur la conjoncture, on vous donnera la possibilité de réagir de vive voix, donc il ne faudra pas hésiter à lever la main et on vous laissera la parole pour réagir. Aujourd'hui, on a autour de l'écran Michel Hamon, le président d'Alibois, Éric Dubos, les cinq représentants du conseil d'administration, donc Éric Dubos pour la partie charpente, Laurent Lemercier pour la partie forêt, expert forestier, Joachim pour la partie scierie feuillue, et Thierry Soquet, représentant des architectes. Tous les cinq vont vous présenter l'ordre du jour suivant, avec en commençant l'AG statutaire. Un certain nombre d'éléments vous ont été envoyés par mail, par l'outil Ballotilo. Des votes ont pu être réalisés directement en ligne. Donc on va vous donner les résultats de ces votes, à la fois sur le rapport moral, les comptes 2020 et puis le budget 2021 et la lecture des votes. On va ouvrir aussi pendant cette session très rapidement une assemblée générale extraordinaire pour le changement de nom qui vous a été également soumis au vote. On suivra ensuite, on poursuivra sur la présentation du journal Parlons Bois dédié donc aux élections régionales, pour finir sur le sujet qui nous préoccupe tous actuellement, le sujet de la conjoncture. Donc, je vais laisser la parole à Michel Hamon pour la suite de la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je ne reprendrai pas l'intégralité du rapport moral. Ceux qui ont eu envie l'ont parcouru. En 2020, la filière bois a été quand même sérieusement perturbée. Même si globalement, on peut considérer que notre secteur s'en est plutôt bien sorti, mais va devoir affronter des périodes tourmentées dans les périodes qui viennent. Globalement, on a plutôt fait le constat d'un développement qui se caractérise de plusieurs façons. Une valeur locale attendue, l'intérêt des acteurs pour la neutralité carbone et la consolidation du réseau Abibois. Abibois, durant cette année un peu mouvementée, a conservé son dynamisme, a toujours fonctionné. Je remercie l'équipe d'avoir su s'adapter et développer les nouveaux outils de communication tels que celui qu'on a aujourd'hui, qui nous ont permis de rester toujours en contact. Et le bilan de l'association illustre bien ce dynamisme. Cette année, nous avons décidé de réorienter un peu l'action d'Abibois et d'élargir le champ d'action à l'arbre. L'enjeu, c'est de bâtir un plan d'action à partir de l'arbre, sa plantation, sa gestion durable, sa valorisation, et ce, quel que soit son type d'implantation. Pour finir, l'année 2020 se finit sur une conjoncture jamais connue jusqu'alors, et dont nous allons garder un temps d'échange assez important en deuxième partie d'AG. Alors, je rappelle, avant de passer la parole à Thierry pour la présentation des comptes, que bien sûr les conditions de quorum ont été réunies, puisqu'il y a 160 adhérents qui se sont prononcés et qui ont voté en ligne sur les jours derniers. Thierry, à toi.
Oui, bonjour à tous. Oui, donc ça va être très bref puisque les documents ont été transmis également dans le cadre de la convocation à l'Assemblée générale. Donc, comme vous le savez tous, la conjoncture a été très difficile et ce qui a généré une baisse du chiffre d'affaires de Bois quand même assez notable de 26% sur l'exercice 2019 et donc qui a entraîné un résultat négatif de 3 903 euros, donc qui reste très modéré par rapport au chiffre d'affaires global. Pour 2021, donc normalement, ça devrait repartir à la hausse en fonction des nouvelles orientations et de l'augmentation des effectifs et sur la forte demande ambitionnée par les métropoles, notamment sur des accompagnements qui devraient générer la capacité d'augmenter les effectifs d'Aide du Bois et donc de chiffre d'affaires. Donc voilà. Alors, concernant les votes qui ont été faits en ligne, vous les avez affichés sur les différentes résolutions. Sur le rapport moral 140, oui, donc cette résolution est adoptée. Rapport de gestion et budget 131, oui, donc c'est adopté également. Quitus aux administrateurs 142 pour, donc sans problème. Et l'affectation de résultats 114, oui, donc une large majorité. Je vous remercie de votre confiance. Nous allons donc maintenant ouvrir l'Assemblée générale extraordinaire. Donc, pourquoi une Assemblée générale extraordinaire? C'est qu'on avait décidé cette année de vous proposer un changement de nom. En effet, vous voyez sur la carte qui est affichée, l'ensemble des régions, des interprofessions en France ont, depuis le mouvement amorcé par la fusion des régions, changé de nom et adopté un nom composé de Fibois, plus le nom de la région qui est accolé en dessous. Il ne restait plus qu'une région depuis qu'Atlan-Bois a voté ça en début d'année. Il ne restait plus qu'une région qui résistait encore, c'était la Bretagne. Il nous fallait une AG pour entériner ce changement de nom. Donc, on vous avait proposé un petit argumentaire avec les avantages et inconvénients. Et donc, vous êtes prononcé à 136 voix pour, 21 abstentions et 10 contre. Donc, dans les prochaines semaines, le temps de mettre en place les différentes choses, et notamment les déclarations en préfecture, nous allons devenir Fibois Bretagne. Donc, pendant un moment, on gardera accolé le nom d'Abibois pour que les gens ne soient pas perdus. Mais dès qu'on entendra parler de Fibois, on sait que c'est une interpro nationale rattachée à Fibois France pour la partie collective France. Les élections régionales. Donc, concernant les élections régionales, c'est un contexte qui est important pour nous, puisque vous savez qu'on dépend beaucoup de la région. On travaille quand même en partenariat avec eux sur beaucoup de dossiers. Et donc, on a décidé de rédiger le journal Parlons-Bois, de le consacrer entièrement, cette fois-ci, à la présentation de nos ambitions au bénéfice de la filière. Le but, c'est de le communiquer à l'ensemble des candidats pour qu'ils soient amenés à s'approprier notre filière et à comprendre un peu ce qui s'y passe, parce que c'est souvent obscur pour beaucoup. Donc, on va maintenant vous le présenter un peu dans le détail. Donc, je vais passer la parole à Joachim. Ok, en fait, nous avons rappelé dans le journal en quoi l'arbre, la forêt et le bois étaient une évidence face aux enjeux actuels. Il y a trois axes. D'abord, l'économie locale. On sait tous que les entreprises de la filière tournent à 112% de leur activité normale. C'est un regain pour notre filière qui se doit de porter de nouveaux projets industriels. En deuxième axe, l'objectif zéro carbone en 2050 appelle à un usage renforcé du bois et des matériaux biosourcés. Grâce à la RE 2020, la construction bois est retenue comme système constructif de référence à l'horizon 2030 pour les maisons individuelles et en mixité pour les immeubles. Et l'objectif zéro plastique en 2040
implique que les modes de consommation et de production en France vont devoir changer. L'interdiction des plastiques à usage unique est le résultat d'une prise de conscience relative aux enjeux environnementaux. Et le bois, au travers du secteur de l'emballage, doit tirer parti justement de cette opportunité. Maintenant, je laisse la parole à Eric. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais évoquer avec vous donc du coup l'usage du bois dans la construction et puis aussi bien sûr évoquer la situation actuelle. Comme il a été déjà dit par Michel le Président et puis par Joachim un instant, effectivement, la construction bois en ce moment, je veux dire, est heureusement victime de son succès puisque la demande est très forte. Effectivement, il a été assimilé dans la conception des bâtiments la nécessaire décarbonation de la construction et effectivement, la structure bois se fait une belle place maintenant dans beaucoup de projets que ce soit en neuf ou en réhabilitation. Donc, la demande est très forte. Les constructeurs bois sont effectivement extrêmement sollicités par appel d'offres, aussi bien sur le secteur du logement que sur les équipements publics. Donc, jusqu'en mars, puisqu'on va devoir évoquer malheureusement cette date en mars de l'an dernier, lorsque le Covid est intervenu, la machine tournait très très fort, hein. La demande était forte et effectivement on a dû subir un arrêt puisque les gros chantiers ont été ralentis ou même arrêtés, hein. Les petits pouvaient continuer plus. Les industriels effectivement ont suivi un petit peu cette relative mise en sommeil du secteur de mars, avril, mai jusqu'à juin. Et donc, on baissait un peu leur production. Et puis, tout d'un coup, il y a eu une reprise, hein, puisqu'il y a eu des protocoles sanitaires qui ont permis aux bâtiments de pouvoir réenvoyer les ouvriers sur les chantiers, de retravailler dans des conditions à peu près normales. Et tout d'un coup, il y a eu un appel de matière qui a été très, très fort. Donc, l'industrie a forcément dû constater un décalage suite à sa relative mise en sommeil. Et puis, tout d'un coup, les entreprises sont reparties et ont réappelé de la matière. Donc, ça a déséquilibré un petit peu le marché des fournisseurs des composants bois, donc que l'on peut déterminer dans des familles, que ça aille du bois massif, bois transformé, des bardages ou des panneaux. Et donc, on a commencé à constater au mois de décembre une tension un petit peu sur l'approvisionnement de matière au mois de décembre de l'an dernier. Ça s'est confirmé malheureusement en janvier, février, mars, hein, puisque là, du coup, la tension sur la matière, l'offre et la demande étant, effectivement, les prix de la matière ont commencé à augmenter. Et puis là, on est plutôt dans une phase un petit peu à la fois de hausse de prix et de pénurie d'approvisionnement aussi, parce que des pays tels les États-Unis ont effectué des politiques de relance, en particulier sur la construction. Aux États-Unis, on construit beaucoup en bois dans le logement. Et donc, beaucoup de matières en ce moment européenne qui pousse en Europe et qui est transformée en Europe, prend le bateau, traverse l'Atlantique et va là-bas à des prix supérieurs au marché européen. Donc voilà, on se doit de constater en ce moment une tension qui est mondiale. On s'aperçoit aussi que le bois est une matière première qui n'échappe pas à la mondialisation. Donc, pour être positif, effectivement, on va devoir tirer des enseignements de tout cela. Je pense qu'on est en train effectivement de détecter une menace sur la transformation des composants bois. Il faudra très certainement dans l'avenir en faire une opportunité. On doit réfléchir effectivement à certainement relocaliser des transformations et des productions de telle façon à pouvoir sécuriser la demande qui est très forte sur les composants bois dans la construction. Donc voilà, d'une menace, je pense qu'on peut en faire une opportunité. Ça va être long parce qu'on ne met pas des outils industriels comme ça en route, surtout des outils industriels qui existaient au préalable et que peut-être qu'on a détruits avec la désindustrialisation, en particulier de composants qui étaient faits en France. Donc voilà, il y a une tension. C'est vrai que les constructeurs bois sont un petit peu inquiets en ce moment sur les prix. Les prix, ils se sont engagés sur des prix vis-à-vis de clients.
Donc effectivement, sur comment incorporer ces hausses matières et doit-on les incorporer, voilà, et jusqu'à quand? Et puis aussi sur les devis que nous sommes en train de réaliser pour l'avenir, puisqu'effectivement, combien vaudra la matière en 2000, fin 2022, en 2023? Pour autant, les clients ont besoin de notre part d'avoir des estimations pour les bâtiments qui sont en cours de conception et en appel d'offres. Donc voilà, une petite tension. Le point positif, c'est que la demande dans la construction bois est très forte. Et puis, on espère, entre guillemets, que cet appel de matière extra-européen va un petit peu se diminuer de telle façon à ce qu'on puisse revenir peut-être pas au prix de la matière que nous avions précédemment. Peut-être que cette matière était peut-être trop basse, hein, peut-être que nous ne l'achetions pas au juste prix. Peut-être que voilà, on va retrouver un espèce de prix moyen raisonnable, de telle façon à pouvoir toujours répondre à l'engouement du bois dans la construction. Joachim, je te repasse la parole. Eric, non, ça va être Laurent. Juste Laurent. le Parlons Bois, donc le journal Parlons Bois, le lien PDF a été glissé dans le fil de discussion, donc je vous invite à aller le chercher, comme ça vous pourrez découvrir ce journal. N'hésitez pas à le diffuser largement, puisque voilà, c'est un support qui a pour vocation d'appuyer nos besoins et notre vision pour les années à venir, comme celles qui viennent d'être exprimées par Eric. Donc, je laisse la parole à Laurent sur la partie ressources pour, donc, dans la suite. Oui, allez-y. Oui, merci Olivier, merci à vous. Et effectivement, nous sommes au sein d'une filière et je vais reprendre quelques mots que nous a communiqué Eric dans son intervention précédente pour vous expliquer que finalement, sur le plan forestier, la filière régionale est particulièrement résiliente. Alors d'abord, Eric a parlé de tension et tout le monde a parlé de tension, effectivement, sur la ressource. On le constate également par rapport au prix constaté sur les dernières ventes de bois sur pied. Effectivement, il y a une augmentation très nette de la valeur des bois sur pied. Alors, on peut s'en satisfaire parce qu'effectivement, ça accroît le revenu du producteur et ça l'incite de cette manière à continuer ses investissements, à continuer sa gestion dans ces forêts. Donc ça, c'est un élément positif. Par contre, effectivement, une petite mise en garde vis-à-vis des incidences que ça pourrait avoir sur le plan structurel au sein de notre filière. Mais rappelons-le, sur le plan forestier, nous sommes particulièrement résilients. Je voudrais vous dire également, c'est que en forêt, il faut qu'on change un petit peu nos habitudes en termes de gestion et d'exploitation. On a pris l'habitude de travailler depuis plusieurs décennies maintenant sur cette ressource abondante, uniforme, homogène, qui a été installée à l'époque du Fonds forestier national dans les années 60 à 80. Aujourd'hui, cette ressource, elle se tarit, elle est moins abondante qu'elle ne l'a été évidemment. En revanche, d'une manière beaucoup plus générale, au sein des forêts bretonnes, la ressource est abondante, elle est très abondante. Elle est abondante sur les bois feuillus, elle est abondante également sur d'autres essences résineuses qui, jusqu'à présent, n'ont pas été peut-être utilisées, exploitées à leur juste niveau. Donc, moi, je voudrais vous dire que pour l'avenir, la ressource existe, elle est abondante en forêt. Par contre, elle va nécessiter qu'on engage des réflexions complémentaires sur les modes d'exploitation, sur les modes de gestion, et puis surtout qu'on intègre une réflexion quant aux attentes multiples de la société vis-à-vis des enjeux forestiers. Donc voilà, je voulais moi vous passer un message d'optimisme en vous disant que pour demain, la filière forêt, la partie amont de cette filière forêt-bois est tout à fait prête à répondre aux enjeux de demain. Et donc, chacun en forêt, je crois, s'y prépare. Je voudrais également dire quelque chose sur les prix. Eric l'a souligné. Effectivement, on atteint des prix qui sont considérés comme importants aujourd'hui et qui peuvent être une source de difficulté pour les constructeurs. Eric a également dit que peut-être qu'on ne payait pas le bois assez cher.
Et moi, je crois qu'effectivement, c'est aussi, et c'est une prise de conscience de la qualité de ce matériau, que derrière un matériau bois, il y a aussi plein de choses qui, jusqu'à présent, n'étaient peut-être pas rémunérées à leur juste valeur. Donc, c'est probablement aussi une évolution pour l'avenir de, de nos modes de pensée et puis de la qualité, autour de la qualité de ce matériau exceptionnel. Pour finir sur le parlons bois, Thierry, je te propose juste de commenter la dernière partie du journal. Oui, tout à fait. Donc, pour rejoindre Laurent et son optimiste, on peut tous être qu'optimistes sur le développement de la filière, puisque la RE 2020 va imposer au monde de la construction des matériaux décarbonés et biosourcés. Donc, on le voit déjà par l'exemple de Bouygues Construction qui s'est engagé à faire 30% d'ici la fin de la décennie minimum en construction en bois. Donc, c'est énorme quand on sait que l'importance du groupe Bouygues Construction sur le marché européen. Donc, ça va passer par ces 6 axes de connaissance de l'arbre et du bois, c'est-à-dire l'acceptabilité qu'on puisse couper un arbre pour le rendre en matériaux de construction et non pas simplement l'observer et le garder comme tel. Ça, c'est important parce que socialement, on voit que de plus en plus, soit les coupes rases sont décriées, mais même la coupe d'un arbre qui a un siècle, c'est le cas d'un chêne par exemple, on coupe un chêne quand il a au moins un siècle, les gens ont du mal à l'accepter. Donc ça fait partie d'un travail qui va être fait par Avibois et qui va être très important et qui doit être fait aussi avec les collectivités. Sur l'emploi et compétences, il est clair que là, les métiers vont bouger. On échange beaucoup avec des entreprises de gros œuvres et le fait d'industrialiser de plus en plus la construction de bois, notamment dans les métiers de la construction d'immeubles multi-étages, va faire que ça va énormément bouger. Donc, il y a un gros problème de compétences à la fois dans toutes les entreprises, mais aussi le fait de pouvoir mixer les métiers au sein d'une même entreprise. Il va falloir que les charpentiers, les gros œuvres travaillent de plus en plus ensemble, se fondent peut-être de façon à ce que, parce qu'il y a des moyens de levage, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont ensemble. Et donc, chacun chez soi va être difficile à maintenir. Donc, ça, c'est sur cet aspect-là. Et puis, l'autre aspect, c'est développer les métiers manuels qui sont autour du bois. Donc, c'est peut-être un peu plus facile que autour du béton. Déjà, c'est une matière plus agréable. Donc, mais là aussi, il va falloir générer des vocations, ce qui ne va pas être simple. Le développement du marché. Donc, là, on sait que eh bien, l'histoire nous rattrape, même va nous dépasser. Donc, on sait que c'est le sujet qu'on avait sur la conjoncture aujourd'hui, sur la nécessité de créer des outils industriels, comme le disait Eric, pour qu'on puisse développer la ressource locale, qui n'est pas que bretonne, hein, c'est le même projet sur tout le territoire, puisque le feuillu représentant 70% de l'accroissement en bois est très très peu exploité et pratiquement pas du tout pour la construction. Donc ça rejoint aussi l'innovation, où il va être nécessaire de créer des vrais outils industriels qui valorisent l'ensemble du bois, que ce soit à partir de la plantation jusqu'à l'exploitation. Et quand on parle de la chimie, il y a la fibre, il y a beaucoup de choses. On voit des naissances d'emballages qui remplacent les plastiques pour faire tout ce qui est l'emballage jetable, notamment pour l'alimentaire. Tout ça, ça bouge également. Donc, ça rejoint tout ça, ça rejoint les mêmes sujets autour de l'arbre. Donc, le développement territorial, ça, c'est propre à Avibois qui est associé avec le CRPF et l'ONF de façon à avoir un projet d'envergure d'action nationale territoriale importante, d'animation, qui rejoint toutes ces problématiques énoncées précédemment. Et le développement de la ressource, c'est quelque chose qui est très important parce que, notamment en Bretagne, on a énormément de taillis qui sont des déprises agricoles, notamment, qui sont délaissés, par exploiter avec des centaines je crois qu'il y a 300 000 propriétaires, donc c'est énorme avec des petites parcelles. Donc il y a un travail aussi, on en a déjà beaucoup parlé, sur cette animation forestière et de faire en sorte que tous ces délaissés agricoles deviennent de vrais lieux de production du bois pour la construction de demain et les autres
ressources et autres utilisations du bois. Donc, c'est un travail considérable à faire pour que demain, on soit en capacité de répondre à la demande. Merci Thierry. Donc voilà, ce journal, vous l'avez dans le fil de discussion. Vous allez le recevoir également ces prochaines semaines par voie postale. Et puis, on va largement le diffuser pour faire connaître justement nos ambitions. Je vous propose d'ouvrir la dernière partie qui a déjà commencé quelque part, puisque dans le journal, on a abordé le sujet de la conjoncture pour l'idée d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que toutes les personnes qui sont en contact de la filière ont besoin d'avoir des informations sur la situation conjoncturelle. Donc, chacun a commencé déjà à en parler. Je vous propose de continuer. Donc, Thierry, si tu le souhaites, sur cette partie conjoncturelle, est-ce que tu as des éléments à ajouter? Oui, ce qu'on constate, c'est qu'en effet, il y a deux choses. On a réussi, nous, sur certains marchés, par exemple, avec les gros faiseurs de bois, à essayer d'environner des commandes, que ce soit par exemple Pixto, que ce soit chez Liger aussi dans les échanges, il y a une grosse scierie à Vogelheim, sur le bord du Rhin, à faire en sorte qu'on puisse avoir des contrats cadres avec des prix maintenus jusque février, mars, là, des accords 2022. Donc, ce qui nous donne un peu de visibilité. Ça, c'est sûr, pour rejoindre ce que disait Eric sur le gros souci d'approvisionnement. Et ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'on en a parlé en conseil d'administration, de la nécessité de développer un outil industriel, de recréer des outils industriels qui ont disparu. Je pense notamment, on parlait d'Isoroi et quand vous allez à Lisieux, c'est dramatique de voir toute cette usine en friche de panneaux. Donc ça va être très très important. Et comme je vous le disais, c'est que l'histoire nous rattrape, c'est-à-dire que la RE 2020, et je donnerai des liens de façon d'études qui ont été faites sur la part du bois dans la construction, qui va être demain très très importante, parce que pour l'instant on n'a pas trouvé d'autres solutions. Et sur la consommation dans la RE 2020, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il va y avoir l'ACV dynamique. Et le gros avantage de la scellée dynamique, c'est sur tout le cycle de vie du bâtiment dont on va étudier le bilan carbone. Et donc, quand on construit en bois, on stocke du carbone et donc on a déjà à peu près gagné l'ARE 2020 sur le bilan carbone. Donc, c'est pour ça que les gros majors du BTP commencent à s'y intéresser très fortement. Parce que contrairement au béton, c'est qu'on fait une différence énorme dès le départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la scellée dynamique, il faut comprendre que c'est tout au long du temps. C'est-à-dire qu'une émission de carbone qui est émise aujourd'hui, elle est émise pour une durée de 400 ans dans l'atmosphère. C'est à peu près la durée qu'elle met à se détruire, à s'autodétruire. Et donc, quand on stocke cet équivalent de tonnes CO2 carbone dans la construction, de l'émettre quand on construit en béton, forcément, sur le long terme, c'est encore pire puisqu'on fait un gain environnemental très notable. Et à peu près, c'est 50% de gagner directement sur la scellée dynamique. Donc ça c'est le fait que ils auraient tous entendu que ça crée beaucoup de tensions au niveau des différents filières de la construction entre les bétonneux et les boiseux, où forcément il y en a qui sont contents et d'autres qui sont très très mécontents. De même sur le gaz qui est prévu d'être interdit il y a des étapes, 2024, 2028, et donc le gaz va disparaître aussi à la fois de l'individuel mais du collectif. Restera certainement les chaudières collectives, mais tout ce qui est chaudière individuelle gaz disparaît, y compris dans les immeubles collectifs. Donc tout ça fait que ça va être très 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 moteur pour nous. Alors, quid de la ressource et surtout de l'exploitation de la ressource. Merci Thierry. Eric, par rapport aux éléments de conjoncture, est-ce que tu as des éléments à ajouter? Ton micro, Eric, ton micro. Oui, on constate bien effectivement que les composants bois sont introduits, par exemple, ça va être le cas dans la RE 2020 aussi, par rapport au cubage de bois mis en œuvre
de telle façon à bonifier un bilan carbone d'un bâtiment. Il faudra aussi certainement, là peut-être aussi, faire varier un petit peu ce prisme de la quantité de bois. On voit bien qu'en Autriche, hein, qui sont à la fois producteurs de bois, transformateurs et vendeurs de composants, par exemple pour toute l'Europe, si on cite par exemple le CLT, hein, le Cross Laminated Timber, qui est beaucoup utilisé en plancher et parfois en roofing, on utilise énormément de bois pour venir se substituer par exemple à une dalle béton. Il faudra aussi certainement apprendre à être plus frugal dans l'utilisation du bois. C'est-à-dire, est-ce que le mass timber, est-ce que l'utilisation de composants qui utilisent énormément de cubage de bois sont vertueux? Alors, ils le sont parce qu'effectivement, on transforme ça en CO2, en CO2 stocké par rapport au mètre cube de bois mis en œuvre. Mais il y a sûrement des alternatives à ce mass timber, hein, qui est une vision extrêmement germanique. Et peut-être que la filière industrielle française de demain devra s'intéresser à des composants bois qui, tout en offrant la même performance mécanique et de résistance, en substitution d'éléments béton, devront consommer moins de ressources bois, de telle façon à ce qu'on optimise, encore une fois, notre manteau forestier et qu'on ne soit pas dispendieux dans des composants qui appellent trop de matière. Hein. Autant en faire plus, de mètres carrés de plancher, de bois, avec des composants bois, plutôt que moins avec des éléments qui sont très consommateurs. Merci Eric. Joachim, sur la partie première transformation. Oui, alors en fait, ce retour, il va faire écho à l'intervention optimiste et positive de Laurent et Thierry sur la forêt. La conjoncture actuelle, elle est favorable à l'offre en bois français. Et en ce qui nous concerne, nous, les Sieurs-Bretons, aux essences locales. Après discussion avec plusieurs scieries de la région, de toute taille, hein, des grosses unités, mais aussi des moyennes et des plus petites à l'échelle du territoire, il y a effectivement une surchauffe de travail parce que je me suis aperçu que les délais pour l'ensemble avoisinaient les 4 mois. Et pour d'autres, l'année était déjà complète, en carnet de commandes. Il y a certes des inquiétudes sur les hausses de prix et la disponibilité de la ressource à moyen long terme, avec des risques d'export de notre ressource bretonne. Alors qu'en règle générale, finalement, la problématique, elle se situe plutôt sur les capacités de production à répondre à ces multiples commandes. Les différentes études, Laurent en parlait tout à l'heure, nous apportent la visibilité d'une ressource forestière bretonne abondante. À ce jour, effectivement, mais on n'a pas la capacité de faire 2 fois plus. Et on n'a pas pu anticiper cette situation malgré tous les multiples investissements industriels que nous avons réalisés pour la plupart. Il faut retenir d'une façon générale que nos capacités ont donc augmenté tout au long de ces dernières années. Et il faut noter aussi qu'il y a une nouvelle jeunesse et une nouvelle génération qui arrive dans le secteur de la scierie bretonne. Durant les échanges que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, il y a une phrase qui est revenue aussi à chaque fois, c'est on sert nos clients habituels et on renforce les partenariats. Il y a des opportunités qu'il faut manipuler avec prudence. Et on rencontre en fait 2 phénomènes. Le retour des artisans en direct dans nos scieries et une explosion de la demande de la part des particuliers. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique un contact direct, un apport technique et la maîtrise des essences de bois et des usages. Aujourd'hui, les scieries bretonnes, elles ont un rôle à jouer, c'est celui d'apporter un dynamisme sur le territoire. Ce qui se passe, c'est qu'on ouvre de plus en plus les portes de nos scieries. Il y a une affection et un capital sympathie de la part du public, particulier et professionnel, pour voir et découvrir nos métiers. Nous sommes un maillon de la chaîne dans le monde de l'artisanat et les entreprises de première transformation redeviennent clés parce que nous maîtrisons justement cette chaîne de transformation. Tout à l'heure, Thierry, vous en parliez, cette notion de circuit court, j'en suis certain, elle va remettre en avant nos métiers et vont nous permettre d'attirer des jeunes. Ce retour aux sources, en fait, c'est un renouveau. Également, les scieries bretonnes, on n'a pas le choix, mais on est en réflexion sur de nouveaux débouchés avec des essences bretonnes. Une essence, un usage, mais en cohérence avec la disponibilité en matière de ressources. Toutes ces mutations, elles impliquent un accompagnement renforcé des acteurs et un positionnement encore plus fort de l'outil interprofessionnel. C'est l'occasion pour nous d'agir plus que jamais pour l'intérêt commun de l'ensemble de notre secteur d'activité.
Merci Joachim. Comment, Laurent, est-ce que sur la partie amont, des compléments peut être apportés? Oui, oui, Olivier, moi je trouve que tout ce qui vient d'être dit est vraiment particulièrement intéressant et je sens la passion dans tous les propos qui viennent d'être développés. Moi, je voudrais vous dire que on vit au sein de cette filière forêt-bois, et vous l'avez dit déjà précédemment, mes collègues qui sont intervenus, une véritable mutation. Il y a une évolution qui est nécessaire, indispensable. Elle n'est pas facile à vivre parce qu'elle génère des tensions économiques. On en a parlé tout à l'heure sur les prix, sur les disponibilités. Elle génère aussi des tensions sociales. Et on le voit bien en forêt aujourd'hui avec les difficultés qu'on peut avoir quelquefois à faire comprendre la nécessité de l'exploitation de telle ou telle coupe de bois. Et Thierry en a très bien parlé sur ce sujet. Donc, toute cette situation, elle nous interroge, elle nous interpelle. Et moi, je voudrais dire qu'elle illustre précisément le fait que nous sommes, avec cette filière forêt-bois, au cœur de tous les enjeux sociétaux, environnementaux pour aujourd'hui, pour demain. Donc, il va falloir être présent et puis il va falloir innover, réfléchir et trouver des solutions, apporter des solutions à la société qui nous le demande et aux utilisateurs qui ont sans cesse besoin de davantage de bois. Donc, je crois qu'il va falloir qu'on réfléchisse, pour ce qui concerne les forestiers, à des nouvelles modalités de gestion. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, nous avons focalisé la plupart de nos actions sur une région comme la Bretagne, sur la gestion, l'exploitation de la ressource résineuse installée après le Fonds forestier national. Ça, c'est un monde révolu. Cette ressource, on n'est pas en capacité, pour plein de raisons, de la réinstaller dans des conditions équivalentes. On gère l'existant, mais on doit absolument inventer des nouveaux modèles de gestion. Alors, on y travaille. Thierry l'a rappelé tout à l'heure. C'est la transformation de peuplements qui sont pauvres, d'accrues naturelles. C'est le boisement de terres agricoles en déprise. Mais c'est aussi et surtout, à mon avis, la conversion de peuplements qui aujourd'hui sont considérés comme pauvres et dans lesquels finalement il y a une vraie production qui s'organise avec une grande hétérogénéité de produits, mais qui doit apporter des solutions à cette tension sur la ressource. Donc, une nouvelle modalité de gestion, ça interpelle directement les producteurs forestiers dans leurs réflexions, dans leurs modèles et dans leurs revenus pour demain. Et bien évidemment, ça interroge les experts forestiers, les gestionnaires que nous sommes. Ensuite, nouvelle modalité d'exploitation également. C'est vrai que je l'ai souligné, on est confronté à une incompréhension de la société qui est maintenant principalement à résidence urbaine sur nos pratiques en forêt. La forêt est de plus en plus considérée comme un bien public. Particulièrement en Bretagne, ce n'est pas le cas, puisqu'on a plus de 90% de la forêt qui est privée. Mais ça nous interpelle, il faut qu'on soit au rendez-vous, il faut qu'on soit capable de s'interroger, de trouver avec les entreprises de travaux forestiers de nouveaux modèles d'exploitation forestière et peut-être s'interroger sur la course au gigantisme des engins avec toutes les conséquences néfastes que ça peut avoir. Donc là aussi, nous sommes attendus. On a des vrais enjeux à relever avec les entrepreneurs des territoires et avec aussi les concepteurs et les développeurs d'outils d'exploitation forestière. Je dirais aussi, comme l'a souligné Eric tout à l'heure, nouvelle modalité dans la transformation des bois. Aujourd'hui et hier, enfin hier et encore aujourd'hui, nous travaillons sur une ressource homogène sur le plan qualitatif. Et demain, nous, en tant que gestionnaires, nous savons bien que la ressource sera hétérogène. Donc, il faut que les industriels s'interrogent, mais je sais qu'ils le font. Et d'ailleurs, j'engage déjà à titre individuel quelques réflexions avec certains d'entre eux. Il faut absolument qu'ils s'engagent dans une réflexion sur de nouveaux outils pour pouvoir rentrer dans la scierie des produits hétérogènes pour demain en sortir un produit homogène, j'aurais tendance à dire, et qui répond aux exigences des marchés de la construction, ce qu'a du reste également parfaitement souligné Eric. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont extrêmement forts. Ça nécessitera des investissements industriels probablement lourds pour que demain, cette industrie s'adapte parfaitement
à la matière que nous sommes en capacité, je le répète, de mobiliser au sein des forêts et particulièrement sur la région Bretagne. Et puis enfin, et là je vais reprendre ce qu'a dit Eric, nouvelle modalité d'utilisation du matériau bois. C'est vrai que le massif, c'est peut-être quelque chose de trop qualitatif. Il faut qu'on réfléchisse à utiliser ce matériau selon d'autres modèles, de manière plus frugale, je reprends le terme de Eric, hein, une meilleure frugalité dans nos pratiques d'utilisation du matériau bois dans la construction. Donc voilà, cette situation que l'on vit actuellement à tous les niveaux nous interpelle, nous interroge, mais moi j'y vois vraiment une grande opportunité pour nous engager dans cette réflexion et dans le développement de nouveaux modèles, je l'ai dit, hein, à tous les niveaux pour demain, pour toute cette filière forêt-bois. Oui, Arnaud. Alors, attends, donc il n'y a pas eu de réaction dans le fil de discussion, pas de questions. Donc, par contre, là, on peut se donner un peu de temps pour que chacun réagisse. Donc, n'hésitez pas à signaler votre intention de prendre la parole. Et puis, donc, quand vous prenez la parole, merci de vous présenter. Arnaud, je te laisse la parole. Arnaud Guyon, directeur du CRPF. Je souscris bien évidemment à tout ce qui vient d'être dit par Laurent et par les interlocuteurs précédents. Effectivement, on est dans une, on pourrait dire une conjoncture, mais à mon avis, ça peut devenir assez structurel ce qui se passe, les histoires de relocalisation, de nécessité de mobilisation, de nécessité de renouvellement, nécessité également d'investissement en forêt. Donc moi, c'était pour vous donner quelques éléments d'information. Alors sur cette nécessité d'investissement, quelques rappels, effectivement, on a près de 400 000 hectares de forêt en Bretagne, 90% privés, 114 000 propriétaires, l'immense majorité à moins de 4 hectares. Donc, vous voyez, ça pose un peu le contexte. Plus de 50 essences d'arbres différentes. Donc, on est sur vraiment… Et 2 tiers de feuillus. Donc, ça, c'est important de le rappeler. Donc, un travail énorme pour enclencher la mobilisation de cette ressource dans un contexte où la société nous regarde de plus en plus. Alors, quelques éléments d'information. Le CRPF, on va faire un numéro spécial investissement forêt, renouvellement et les aides notamment au renouvellement des peuplements forestiers et à la mise en valeur des peuplements dans le prochain numéro de Bois et Forêts de l'Ouest qui est adressé aux principaux propriétaires forestiers. On a 7000 destinataires, propriétaires forestiers qui reçoivent. Donc, on va parler de Bryce Forêt Bois, on va parler des dispositifs, du plan de relance avec ce qui est facile à faire et moins. Voilà, on va parler de tout ça. On va également parler d'un dossier un peu particulier, mais important dans notre région. On va avoir également une conférence de presse, donc avec co-invitation avec Abibois, conférence de presse sur le peuplier le 27 mai. On va faire toute une journée pour présenter le guide du peuplier-culteur et la nécessité aussi d'investir dans cette essence et cette filière un petit peu particulière, mais malgré tout assez dynamique et très bien connectée avec notre filière agroalimentaire. Notamment, on va travailler avec Prince de Bretagne, avec des groupements de producteurs et de transformateurs. Samson sera dans la boucle, bien évidemment. La ressource est abondante, mais il faudra, comme l'a dit, je ne sais plus quel intervenant, c'est peut-être Laurent, ou en tous les cas, il y a un énorme travail à faire aussi pour mobiliser ces 114 000 propriétaires. Et donc là, ça passe par des actions qui peuvent être territoriales. On l'a demandé dans le cadre de Bryce Forêt Bois. Nous avons 3 volets, un volet boisement, reconstitution, et ça serait important d'avoir un volet amélioration des peuplements existants. Parce qu'on a pas mal de peuplements qui, moyennant un investissement assez faible, pourraient être améliorés. Conversion de taillis en futaie, sauvetage de plantations de cycas qui ont été un peu envahis par les résineux, et moyennant des efforts assez modestes, on peut vraiment avoir une vraie plus-value sur la gestion qualitative des peuplements. Pour vous dire également que, Laurent l'a bien dit, il nous faut évoluer sur nos modes de gestion. Élément d'information, nous sommes en train de rédiger le schéma régional de gestion sylvicole de toutes les forêts bretonnes, qui est le document qui cadre tous les plans de gestion des forêts. Donc, nous sommes en pleine réflexion et nous avons lancé les consultations avec tous les partenaires. Ça peut être les gestionnaires, les gens de la filière, ça peut être également les gens du monde de l'environnement. Donc, un gros travail sur ce référentiel qui va cadrer la gestion durable. Et effectivement, il va falloir que l'on aborde une gestion qui soit adaptée aux évolutions de contexte.
réchauffement climatique, poids de la société, une ressource qui est peut-être moins uniforme qu'elle l'a été, moins facile à gérer, mais plus diversifiée, donc peut-être plus résiliente. Bon, bref, on va avoir pas mal de travaux à faire là-dessus. Sur la motivation aussi des propriétaires, les nouveaux modes de gestion, on a bien travaillé avec Abibois, les webinaires sur différentes techniques de reboisement, ça fonctionne bien. Des actions ponctuelles, notamment avec Abibois, toujours sur le pain maritime. Beaucoup de petites coupes de pain maritime en ce moment avec le prix du bois, sans reconstitution derrière. Ça nous inquiète énormément. Ou en tous les cas, dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Donc, il y a une action actuellement sur le sujet. Et puis, pour les nouvelles, les évolutions des modes de gestion, on a la chance en Bretagne d'avoir un référentiel forestier régional, c'est-à-dire un réseau de tous les forestiers sur les évolutions des pratiques sylvicoles dans les années à venir. Et donc, on met en commun tous nos savoirs pour essayer de voir comment on peut évoluer. Ce référentiel forestier régional va bientôt se réunir au mois de juin. On a par exemple mis en place des arboretums pour reconnaître les essences du futur ou des tests pour connaître les sylvicultures du futur. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, effectivement, je pense que ce signal prix rémunère mieux le propriétaire et peut le pousser à mieux gérer, à mieux mobiliser le bois et à mieux renouveler ses peuplements. C'est très, très important. Et il faut absolument le faire dans un cadre qualitatif. C'est un enjeu fort de notre filière en termes d'image également pour les années à venir. Merci. Voilà ce que je voulais dire. Juste donc on a eu l'expression de 5 membres du conseil d'administration sur la conjoncture. Si d'autres personnes souhaitent s'exprimer ou réagir, n'hésitez pas. Si tu veux, Michel Joannet. Tu peux te présenter, Michel? Oui, Michel Joannet, Construction Bois EMG, bonjour. Je voulais juste remercier Abibois et Olivier pour cette bonne note qu'il nous a fait en mars 2021 sur les augmentations des prix du bois qui servent à justifier nos tarifs par rapport aux maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage qui ont tendance à ne pas croire les hausses qui sont réelles. Ce serait bien, merci Olivier donc et merci Abibois, ce serait bien peut-être de la réactualiser tous les 2 mois, ceci date de mars 2021 et qu'on ait des nouveaux indices pour justifier l'augmentation des prix qu'on essaye de vendre. Merci. Michel, justement, tout ça fait suite aussi à des échanges qu'on avait eus au préalable. Donc, il y a eu une enquête qui a été réalisée par la cellule économique de Bretagne. Il faut savoir que maintenant, depuis 4-5 ans, il y a un partenariat qui existe entre la cellule économique de Bretagne, qui est l'Observatoire économique du bâtiment de la région Bretagne, et Abibois. Et tous les trimestres, donc, la cellule éco fait une enquête auprès de 250 entreprises de la construction, charpente et menuiserie, pour connaître les tendances de marché, les tendances d'activité, les besoins de recrutement. Et on a profité de l'enquête du mois de mars pour glisser donc une question qui portait sur l'augmentation des prix entre mars 2020 et mars 2021. Donc ça a donné des tendances et on a demandé également un devis à la cellule éco pour que cette enquête puisse se tenir désormais tous les mois pour donner justement cette valeur indicielle aux entreprises, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, de façon à ce qu'ils puissent être indexés les marchés à cet indice. Bon, maintenant, moi je pense qu'il serait plutôt logique que cet indice existe à l'échelle nationale plus que régionale. Si le national ne réagit pas, il n'est pas inimaginable qu'on puisse valider cette mission auprès de la cellule éco. Même si ce n'était pas budgété, on essaiera de trouver les moyens pour organiser cette mission. Mais on pense qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire que les entreprises puissent bénéficier de cet indice pour garantir quelque part leur marché à terme. Donc, on essaye d'avancer sur ce sujet-là. Michel, puis tous les autres membres seront tenus informés de ce travail. Non, mais c'est très bien parce qu'on croyait arriver à un plateau haut au niveau de mars 2021 des prix. Et en fin de compte, on se rend compte que ce n'est pas ça du tout. Malheureusement, c'est pratiquement exponentiel. Les hausses qu'on avait, là, on a dit que, mettons, le prix du bois du Nord à 360, on est plutôt à 450 aujourd'hui. Donc, c'est très, très inquiétant. Et je vois Laurent Lemercier, quand il dit que les prix du bois augmentent en Bretagne, est-ce qu'il aurait pu nous donner une tendance de combien ça augmente sur pied? Alors, oui, Michel, merci pour ton intervention et puis ça me donne l'occasion de te saluer, Michel. Voilà. Merci à toi.
Oui, alors l'augmentation, le 22 avril dernier, on a eu la vente des experts de printemps. On avait à peu près 30 à 40 000 mètres cubes de bois sur pied mis en vente. Et les produits qui vous intéressent préférentiellement, on va dire l'épicéate Sitka et le Douglas, on a constaté sur l'épicéate Sitka une hausse par rapport aux dernières ventes de plus de 20%, puisqu'aujourd'hui, on a restauré, je ne sais pas si on peut appeler ce prix-là, je ne sais pas si le terme est bien approprié, mais en tout cas, on a retrouvé des tarifs d'il y avait 2-3 ans autour de 50 à 52 euros le mètre cube sur pied. Alors, il faut considérer que par rapport à la qualité moyenne des lots présentés, par rapport à ce qu'on a connu il y a 3 ou 4 ans, par rapport au volume global moyen des lots, par rapport à la qualité et la présence de bois sec, on est une gamme en dessous. Donc, cette restauration des cours qu'on a connue il y a 2 à 3 ans, en fait, elle doit en réalité être considérée comme une augmentation puisque la qualité moyenne des lots était moins bonne. Donc, on est sur quelque chose de fort et ça a été expliqué par rapport aux tensions mondiales et les flux de bois du Nord, notamment, qui ne viennent plus en France et qui ne viennent plus dans les ateliers de MG, par exemple. Exactement. Ça, c'est pour les... Voilà. Et ça, c'est pour la première essence phare de nos ventes habituelles, c'est l'épicéate Sitka. La seconde, c'est le Douglas. Donc, le Douglas, on a connu des prix... moi, je vais oser le dire, hein, désolé pour mes clients producteurs forestiers, mais des prix anormalement hauts. Je m'explique. Quand on cube une coupe de bois de Douglas, on essaye de distinguer chaque arbre que l'on inventorie une catégorie moyenne, c'est-à-dire que soit c'est un bois qui est capable de produire du bardage, et à ce moment-là, on le met catégorie A, soit c'est un bois qui est capable de produire simplement des bois de caisserie, voire charpente, quand effectivement on a de la courbure, quand on a des gros nœuds, quand on a des fentes, etc. Et à partir de cette estimation des volumes, on en sort un prix moyen. Et au constat que l'on fait sur les prix obtenus en vente, on considère, nous, les seules explications qu'on aura, c'est que des bois qu'on a estimés en qualité palette ou charpente vont être obligatoirement transformés en bois de bardage. Et je reviens à une discussion qu'on a eue avec Éric Dubost, c'est que finalement, il retrouve ça également dans les approvisionnements qu'il a sur chantier, c'est-à-dire qu'il reçoit du Douglas bardage et en réalité, il faut trier sur le chantier. Parce que dans les planches de Douglas bardage, on a de l'aubier, on a des nœuds et on a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, ce point-là est un point d'inquiétude pour toute la filière. Donc, effectivement, pour les producteurs, une hausse très sensible. On a vendu des Douglas à 95 euros le mètre cube. Alors qu'objectivement, si on s'en réfère à la qualité intrinsèque du produit et une évolution normale des cours, on va dire ça comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, je vais vous le dire comme ça quand même, on aurait dû être à 60 euros. Et là, on est à 90, 95. Donc, il y a un questionnement de notre part sur l'adéquation du prix et la qualité de la ressource. Et c'est là qu'on touche du doigt la question de la tension et des effets pervers que ça peut avoir. Donc, je vous disais aussi en préambule de mon intervention, oui, on peut se satisfaire parce qu'effectivement, le revenu des producteurs va leur permettre de réinvestir. Mais par contre, d'un point de vue structurel pour la filière, je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne nouvelle. Donc, individuellement, c'est bien. Collectivement, faut qu'on fasse attention. Voilà. Merci Laurent. Il y en a de 60 euros à 95 euros. Oui, c'est ça. Plus 50%. Oui. Plus 50%. Merci Laurent. Je voudrais juste ajouter quand même que ces augmentations sont permises aussi parce qu'elles sont entièrement répercutées à la vente. Et je voudrais tempérer ce que vient de dire Laurent parce que je suis désolé, mais la qualité, baisser la qualité de ce qu'on livre, c'est une politique d'entreprise, pas une politique de filière. Il y a des entreprises, et j'estime en faire partie, qui n'ont absolument pas changé le niveau de qualité de leurs produits. Quand même. Non, mais Michel, excusez-moi, je reprends la parole. Hein. Ce n'était pas une attaque particulière contre telle ou telle entreprise et surtout pas contre la vôtre, Michel, dont je sais les bonnes Non, mais je sais bien, Laurent, mais je me devais de rectifier ça quand même. Oui, c'est normal, mais moi, je ne suis pas sur les chantiers de construction bois, ou pas très souvent en réalité. Et je pense qu'Éric pourra peut-être prendre la parole sur
le constat qu'il a fait quand il est arrivé sur des chantiers où il a fallu retrier les bois de pardage. Donc, c'est un phénomène qui existe, individuel, mais qui doit interpeller la filière. Ok, Est-ce que je peux dire un mot? Oui, bien sûr. C'est Saïd Bakhtous, Société Josco. Excuse-moi, vas-y. Si tu peux te présenter, Saïd. Ouais. D'accord, voilà. Juste pour rebondir un peu ce que vient de dire Laurent, je pense, et Michel, à mon avis, quand même, il faut voir la réalité telle qu'elle est. Aujourd'hui, c'est vrai, ce qu'a dit Laurent, c'est que les prix ont augmenté d'une manière anormale. On n'est pas contre. C'est vrai que les prix puissent augmenter d'une manière raisonnable parce que les propriétaires aussi, ils doivent pouvoir vivre avec le bois qu'ils exploitent. Mais cette augmentation anormale, on ne peut pas les répercuter entièrement auprès des clients. Nous, on ne peut pas, dans l'emballage en bois, on se bagarre en permanence pour passer des augmentations. Quand il y a des augmentations du prix du bois qui arrivent 15, 18 ou 20%, on ne peut pas se le permettre. C'est une bagarre énorme avec les clients, notamment des gros clients qu'on a dans l'emballage, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans le bâtiment. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on revienne à la raison. Et ce qu'a dit Laurent est vrai. Si on accepte cette situation-là, on est en train de remettre en cause complètement la filière. Donc, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous, les fabricants de palettes, on est en concurrence sur la matière première avec d'autres fabricants de bois de construction. Peut-être qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête la palette, qu'on s'oriente vers le bois de construction. Alors, imaginez un instant qu'on a moins de palettes, qu'on fabrique de moins en moins de palettes, l'impact qui va être sur certains secteurs d'activité comme l'agro ou comme le bâtiment. Aujourd'hui, on est submergé par les demandes du bâtiment, et Michel il le sait très bien, parce que sans la palette, aujourd'hui, c'est la première fois, et moi je suis ici depuis des années, qu'on reçoit des menaces des clients qui nous disent « notre ligne de production risque d'arrêter, vous allez en être responsable ». Donc, et quand on leur dit, écoutez, en même temps, si vous voulez nous accompagner, il faut accepter nos augmentations de prix, ils sont prêts à le faire, mais personne ne pourrait accepter des augmentations de 20% ou plus. Ce n'est pas possible, il faut qu'on revienne à la raison. Cette situation-là, elle est conjoncturelle, certes, elle est anormale. Donc, il faut qu'on la rende normale. Et pour la rendre normale, il faut que tous les acteurs de la filière bois, des propriétaires jusqu'à la deuxième transformation de bois, se concertent et qu'on trouve des solutions pour qu'on s'en sorte tous d'une manière vraiment gagnant-gagnant. Et donc, si on raisonne chacun dans son petit coin, on essaie de trouver des solutions, à un moment donné, on va être coincé. Donc, on ne pourra plus répondre aux besoins de nos clients et par conséquent, on va nuire à notre filière. Saïd, je voudrais juste répondre un peu à tes propos. On a entendu Laurent Mercier tout à l'heure dire que le bois n'avait pas été peut-être jusqu'à présent toujours payé à son juste prix. On a entendu Éric Dubos en tant qu'utilisateur dire la même chose. Je crois qu'en ce qui concerne la palette, on peut aussi dire la même chose, c'est que la palette n'a certainement pas été payée toujours à son juste prix et en conséquence les bois pour la produire. Aujourd'hui, le réveil est peut-être brutal pour les utilisateurs, mais malgré tout, considérons que ce n'est qu'un rattrapage et que si on a des augmentations de 20% depuis 15 ans, c'est quand même pas non plus une catastrophe qui remette en cause la rentabilité de nos clients. Oui, Alain de Carnier, la présidente. Ça coupe, Alain. Votre micro est coupé. Voilà. Alain de Carnier, président de France-Sylva. Deux choses. D'une part, pour revenir sur ce que disait Olivier tout à l'heure, il y a des statistiques nationales sur les prix des bois et sur les prix des sciages qui, de mémoire, sont établies en coopération entre France-Sylva et France Bois-Forêt. Donc, il y a des données qui existent et qui sont publiées assez régulièrement. On peut en reparler hors réunion, Olivier, et on retrouvera les contacts s'il faut. On pourra en parler justement si oui, elles sont pas satisfaisantes, mais oui, on pourra en parler. Ouais. Deuxième élément, on se focalise là depuis quelques minutes surtout sur le Douglas qui a un peu augmenté. Il y a beaucoup d'autres bois dans les forêts bretonnes, comme plusieurs d'entre vous l'ont rappelé, et notamment des feuillus. Je ne pense pas que même si les chênes sont à un bon prix, ils n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions. Et d'autre part, il y a d'autres bois comme les hêtres, par exemple,
qui reste extrêmement peu valorisé. Alors Laurent Lemercier me contredira peut-être, mais on doit être autour d'un prix de vente pour le propriétaire autour de 40 ou 50 euros du mètre cube. Pour un arbre qui met 100 ou 120 ans à pousser, c'est quand même loin d'être exagéré, alors qu'on peut avoir beaucoup d'usages, notamment en intérieur, avec du bois comme le hêtre. Merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Ouais, si vous me permettez, je voudrais répondre. Je peux intervenir, Olivier, peut-être? Allez-y, Laurent. On vous entend mal, mais allez-y. Si vous m'entendez? Oui. Voilà, je voudrais intervenir dans la continuité de ce que vient de nous dire M. de Kernier. Effectivement, on focalise sur l'essence résineuse, Epicéacides Douglas, qui sont les essences, allez, je vais être volontairement provocateur, qui sont les essences d'hier. Alors qu'on doit s'interpeller sur la valorisation des essences de demain, qui sont extrêmement abondantes en forêt, et effectivement, le hêtre qui est très mal valorisé. Et puis, il y a un deuxième élément que je voudrais partager avec l'ensemble de la filière, et particulièrement ceux qui sont peut-être les plus éloignés de la forêt. C'est que finalement, en forêt, on nous demande de faire porter ce que l'on appelle la multifonctionnalité de la forêt, c'est-à-dire les enjeux de paysage, les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux, autant d'enjeux majeurs auxquels on est particulièrement sensible. Mais la difficulté, c'est qu'on ne fait porter la charge de la mise en œuvre et du respect de tous ces enjeux uniquement sur la fonction de production. Et c'est peut-être en ça aujourd'hui que ce rééquilibrage de la valeur du bois se fait. C'est-à-dire que derrière le bois, et on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas qu'un matériau, il y a aussi un ensemble d'aménités, de services rendus par la forêt qu'à un moment donné, on va payer. Et quand on va modifier nos pratiques d'exploitation, quand on va modifier nos pratiques de gestion, quand on va modifier la transformation et l'utilisation des bois, c'est peut-être derrière tout ça, tous les services aménitaires, toutes les aménités de la forêt, on va peut-être rémunérer. Et je crois que c'est un vrai pari, c'est un vrai enjeu pour demain. Il faut qu'on soit prêt. Enfin, on est prêt à relever. Je suis persuadé que les propriétaires forestiers, les producteurs forestiers sont prêts à relever également tous ces enjeux, mais c'est effectivement très important. Très bien, encore une ou deux réactions avant de conclure. Non, pas de réaction des utilisateurs Du côté des utilisateurs, on vous a peu entendu. Je vois que Jérôme est en ligne. Je ne sais pas si, Jérôme Nicolas, tu souhaitais réagir un peu à l'image de l'intervention que tu avais pu faire en CA, où tu nous avais confié cette importance de garder la confiance avec les prescripteurs et les maîtres d'ouvrage. Oui, bonjour, je ne sais pas si on est bien, à toutes et à tous. Donc, merci de vos différentes interventions qui sont très qualitatives. Alors, parle plus fort, Jérôme, parce qu'on ne t'entend pas très bien. Ouais. Vous ne m'entendez pas bien là? Je parle plus fort là? C'est bon? Oui. Je disais merci à toutes et à tous de la qualité de vos interventions. Le sujet tourne toujours et souvent sur le prix, de la cohérence des différents secteurs d'activité. Comme ça a été exprimé à un moment donné dans cette assemblée générale, c'est une cohérence de filière qu'il faut vraiment sécuriser pour justement garantir la confiance de tous les donneurs d'ordre, quelle que soit la nature et le but du donneur d'ordre, dans la filière bois. Il ne faudrait surtout pas que soit la notion du prix, soit la notion de la fourniture de la matière première, soit la notion de la qualité viennent mettre un doute dans la tête des donneurs d'ordre en se disant la filière finalement est une bonne réponse
à tout l'impact environnemental, à la notion de l'emploi et à la notion de l'économie circulaire. Mais finalement, on constate qu'il y a toujours un sujet, soit elle n'est pas prête, soit elle n'est pas dimensionnée, soit il y a une notion dans un secteur tendu comme en ce moment, une fragment temporel comme en ce moment tendu qui font que la filière ne répond pas aux besoins, soit les économiquement inaccessibles pour le consommateur et l'utilisateur final. Donc on est notre président dire oui, 20% sur 15 ans, c'est pas important, mais 20% d'un coup, est-ce acceptable et désirable et supportable par les utilisateurs finaux? Je ne pense pas aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas que le bois, c'est toutes les différentes filières de la matière première qui nous manquent. Et que l'utilisateur final, c'est des consommateurs, c'est des clients qui n'ont pas eu un pouvoir d'achat qui ont augmenté de 20%. Donc, ils s'achètent, ils sont en capacité d'acheter à leur instant T au regard de leur pouvoir d'achat. Le bois est inaccessible, ils n'achèteront pas du bois. Ils auront des solutions alternatives. Il y a toujours des solutions alternatives. Et donc, notre responsabilité de filière, c'est bien de sécuriser, trouver et de moduler et de trouver des solutions collectives, justement pour que ça soit acceptable et dans une démarche, comme le disait Saïd tout à l'heure, gagnant-gagnant, et sur le long terme, et surtout pas sur une temporalité de court terme. Et c'est toujours le danger de filières qui réagissent sur la notion de court terme et qui finalement anéantissent le travail de nombreuses années. Comme un arbre, ça met 120 ans à pousser, mais donc c'est un travail de temps, voilà, de long terme et qui peut être anéanti en rien de temps. Donc une grosse attention à ça sur les signes que l'on transmet au regard des différents modes de communication et qu'on doit mettre en évidence la solidarité de la filière pour trouver des solutions collectives pour justement tout ça soit acceptable et qu'il y ait une finalité. La finalité, c'est que le bois, on le plante, il participe pleinement, on l'entretient, on l'exploite, on le transforme, on l'utilise pour un objet final. Et cet objet final, il doit être acceptable par tous. Sinon, il n'y aura plus d'objet final, donc on fera pousser des arbres. Bien. Voilà, mais pour quelle finalité? Et notre sécurité sur le long terme, c'est bien cette attention et ce regard. Je pense qu'on a un travail au niveau de la filière à penser, à construire par rapport à ça et à communiquer autour de ça. Merci Jérôme. Je rappelle Jérôme Nicolas de Kéredes, hein, donc promoteur de la construction sociale. Je laisse la parole à Michel pour conclure et puis je vous présenterai les prochaines dates des animations à Bibois. Oui, pour conclure, je dirais que cette crise Covid qui était inédite a eu des répercussions quand même énormes et au-delà des répercussions, on se trouve à la conjonction de plein de phénomènes sur notre filière. Le point positif, je pense qu'on doit tous en retirer, c'est que ça doit nous amener à travailler beaucoup plus ensemble, les uns et les autres, dans les différents maillons. Il faut que tout le monde en tire bénéfice, qu'il n'y ait pas des oubliés dans la filière pour qu'on en sorte grandi et avec des entreprises qui puissent se développer. L'usage du bois en parallèle est appelé à se développer dans la construction avec la RE 2020, on a largement parlé. Donc il s'agit qu'on puisse répondre présent tous collectivement. Et je pense que ça donne un beau calendrier de travail pour Fibois Bretagne, qui va devoir répondre aux multiples attentes que vous avez évoquées. Et voilà, donc, beau programme de travail. Je voudrais remercier toute l'équipe qui s'est bien investie pour organiser cette assemblée. Et leur dire, ben maintenant, il y a du pain sur la planche. Merci à tous. Merci. Donc, dans les dates à venir, on a donc 2 rencontres de chantier le 28 mai. Donc c'est demain d'abord. Pardon. Oui, demain, pardon. Alors, demain, j'en parlerai tout à l'heure. Mais donc, on a deux rencontres de chantier le 28 mai. Une à 10h, donc c'est sur la Chapelle Corot.
Donc, ça se déroulera en visio. Même chose pour le 28 mai après-midi à 14h30, où là, cette fois-ci, c'est le Conservatoire botanique de Brest qui sera également présenté en visio, donc des rencontres chantiers interactives en visio. Le 8 juin, on a un événement sur la palette bois, donc sujet qui a été évoqué par Saïd tout à l'heure, le 8 juin au matin, donc qui a pour but de toucher principalement les utilisateurs de palettes. Donc c'est la première fois que Abibois organise un événement sur ce sujet. Dans la continuité des événements webinaires techniques en forêt, la 4e de la série, le 15 juin, sur l'acceptabilité sociale des travaux forestiers. Également 2 temps de visite à la fois en forêt, mais également dans des entreprises et puis en Syrie, sur l'île-et-Vilaine, donc le 10 et 18 juin, en partenariat avec le pays de Rennes. Donc là, ce sont des visites physiques qui seront organisées sur ces dates. Demain, donc, on a la suite de cette assemblée générale, donc là, qui était en partie visio, et demain, on l'organise en physique, donc en forêt de l'Oudéac, avec deux temps principaux, donc un temps restauration et remise de prix et remise des trophées du prix régional de la construction bois. Charlotte a glissé dans le fil de discussion le lien pour que vous puissiez accéder au communiqué de presse du prix régional de la construction bois 2021, qui vous donnera la possibilité de visualiser les 10 lauréats, en tout cas les 8 lauréats des 8 catégories, et les 2 mentions complémentaires qui ont été attribuées par le jury. Donc demain, en physique, en forêt, seront remis ces trophées avec les équipes qui seront présentes. Donc ça sera l'occasion de pouvoir les rencontrer. Et on a également, donc, on sera au total 90, on a 90 inscrits pour la rencontre de demain après-midi. Donc, à la suite de la remise des prix, on a 4 ateliers en forêt sur des thématiques qui ont été abordées tout à l'heure, sur la biodiversité, la valorisation des bois locaux, sur les techniques sylvicoles et sur l'orientation de la valorisation des bois selon leur qualité. Donc 4 ateliers qui seront illustrés physiquement et présentés par des professionnels en forêt. Voilà, en tout cas, on vous remercie fortement pour votre présence et votre participation. Et puis, on vous donne rendez-vous à nos prochains événements. À très bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.